Bien avant l'avènement du capitalisme et des marchés modernes, de nombreuses sociétés, en particulier africaines, océaniennes et amérindiennes, reposaient sur des systèmes d'échange qui ne se réduisaient ni au troc ni à la recherche du profit. Ces économies étaient structurées autour du don, du contre-don et du prestige, des pratiques sociales par lesquelles les individus ou les groupes affirmaient leur statut, leur pouvoir et leur appartenance communautaire. L'anthropologue Marcel Mauss, dans Essai sur le don, 1925, a montré que ces échanges, loin d'être primitifs, obéissaient à une logique politique et morale aussi complexe que celle du marché. Mais alors peut-on considérer l'économie du don et du prestige comme une véritable forme d'économie politique, c'est-à-dire comme un système structurant la société, fondé sur des rapports de pouvoir, de production et de redistribution? Le don, dans les sociétés dites traditionnelles, n'est pas un acte gratuit, mais une obligation sociale tripartite. Donner, recevoir, rendre. Ce cycle, selon Mauss, crée des liens durables entre les individus et les groupes, liant l'économie à la morale, la politique et la religion. Contrairement à la logique du marché, où la transaction se clôt sur l'équivalence marchande, le don ouvre une dette symbolique qui maintient la relation vivante. Cette économie de la réciprocité constitue donc un mécanisme de cohésion sociale. Par exemple, dans les sociétés africaines précoloniales, les chefs redistribuaient les surplus agricoles, les têtes de bétail ou les produits artisanaux lors de fêtes, de mariages ou de rituels. Ces dons n'étaient pas des gestes altruistes, ils affirmaient leur autorité et leur légitimité politique. Ainsi, le don et la redistribution formaient la base d'une véritable économie politique du pouvoir. Le prestige du chef dépendait de sa capacité à donner plus qu'il ne recevait, et donc à mobiliser les richesses collectives. Cette conception du don renverse l'idée moderne selon laquelle l'économie serait un domaine séparé du social. Ici, la richesse n'a de sens que dans le cadre d'un ordre symbolique et politique. L'économie du don ne se réduit pas à une simple circulation de biens. Elle exprime et consolide des rapports de pouvoir. Dans de nombreuses cultures, la générosité publique devient un instrument de domination et un moyen d'affirmer une hiérarchie. L'exemple du potlatch chez les peuples amérindiens de la côte nord-ouest du Canada, étudié par Mauss et Boas, illustre cette logique. Les chefs y distribuaient ou détruisaient des biens pour démontrer leur puissance. Celui qui donnait le plus acquérait un prestige supérieur et une reconnaissance sociale durable. Ce mécanisme n'était pas différent dans son principe de certaines politiques de dépenses ostentatoires dans les sociétés modernes, du mécénat au sponsoring politique. De même, en Afrique de l'Ouest, les cérémonies de dons, d'aide collective et de sacrifices publics renforçaient le prestige des élites. Ces pratiques économiques produisaient donc des effets politiques directs. Elles légitimaient la hiérarchie, assuraient la stabilité du pouvoir et maintenaient la cohésion entre classes ou lignages. Cette économie du prestige peut ainsi être considérée comme une forme d'économie politique au sens large. Elle repose sur une production, une circulation et une consommation symbolique de richesse qui conditionnent l'ordre social. Elle démontre que la valeur n'est pas uniquement monétaire, elle est morale et relationnelle. La richesse ne sert pas seulement à accumuler, mais à relier et à gouverner. Si le don et le prestige structurent les sociétés, ils ne sont pas exempts de contradictions. En pratique, ils peuvent engendrer des rapports de dépendance. Celui qui reçoit devient débiteur, obligé de rendre d'une manière ou d'une autre. L'économie du don est donc aussi une économie du pouvoir, où la générosité peut masquer une forme de domination. Cette dimension politique du don se retrouve dans les pratiques modernes. Les aides internationales, par exemple, reproduisent parfois la logique du don asymétrique. Les pays du Nord offrent une aide qui crée une dette morale et économique chez les pays du Sud. Ce que Mauss voyait dans les sociétés dites archaïques se poursuit aujourd'hui à l'échelle mondiale, sous une forme institutionnalisée.
Cependant, le don reste porteur d'une valeur politique alternative au capitalisme marchand. Dans un monde marqué par l'individualisme et la financiarisation, il rappelle que l'économie peut être fondée sur la relation et la solidarité plutôt que sur la compétition. De nombreux penseurs africains contemporains, comme Joseph Kizerbo ou Felwine Sarr, plaident pour une redécouverte de cette éthique du partage, non comme un archaïsme, mais comme un fondement possible d'un développement endogène et humainement centré. L'économie du don, intégrée à une logique de prestige régulée, pourrait inspirer une nouvelle économie politique africaine où la légitimité ne se mesurerait pas par la richesse accumulée, mais par la capacité à redistribuer, à protéger et à inclure. L'économie du don et du prestige est bien plus qu'une curiosité anthropologique. Elle constitue une véritable économie politique, fondée sur la réciprocité, la dette symbolique et la hiérarchie du prestige. Elle met en lumière le fait que toute économie est d'abord un système de relations sociales. En ce sens, le don ne s'oppose pas à l'économie politique moderne. Il en révèle les fondements moraux cachés. Mais cette économie du prestige, en liant solidarité et pouvoir, oscille entre émancipation et domination. Si elle rappelle la centralité du lien social dans la production de richesses, elle nous avertit aussi que le don n'est jamais neutre. Il engage, il oblige, il structure. Redécouvrir cette logique dans le contexte africain contemporain pourrait permettre d'inventer une économie à la fois efficace et humaine, où le prestige social découle non de la possession, mais de la capacité à partager.